À Stanleyville, au retour de cette opération, le capitaine rédige à l'intention du colonel Moulamba un rapport sans complaisance. Il ne lui cache pas qu'il s'en est fallu de peu que leur affaire tourne mal, d'abord à cause des moteurs à bout de souffle qui équipaient les embarcations, et ensuite, faute de moyens de transmission. Robert Denard réclame des postes radio ainsi que des mortiers. Les Simba, en effet, semblent disposer d'armes en provenance du bloc soviétique, et s'ils veulent les vaincre à tout coup, il leur faut du matériel supplémentaire. Après avoir expédié ce rapport, Denard fait déménager ses troupes dans des villas abandonnées qu'il a réquisitionnées pour eux. Les volontaires procèdent à un grand nettoyage. Tout a été saccagé par les rebelles. Les fenêtres et les portes ont été dégondées, les meubles mis en pièces, et des couches d'immondices jonchent les sols. Parfois, des taches de sang souillent les murs, témoignant des horribles exactions commises dans l'ivresse de la victoire. Une fois le casernement assuré, il place des groupes en veille aux issues de la cité morte. Ne sachant pratiquement rien de ce qui les entoure, Denard donne des consignes de tir très strictes. Les individus qui se présenteront de nuit devant ces postes devront répondre aux sommations d'usage par un mot de passe qui change chaque soir. Il règne à Stanleyville une ambiance mortifère. Denard n'est donc pas fâché de recevoir l'ordre de faire route vers Police, l'ancienne capitale de la province de l'Uele, à près de 500 km au nord-est. Le 29 mars 1965, ces groupes prennent place à bord d'avions cargo. À l'arrivée, le comité d'accueil se limite à un officier belge très sec qui ne perd pas de temps en Salma Alek et lui annonce seulement qu'il doit installer son PC à l'hôtel Bodegan Gebe. Cet ancien joyau de l'hôtellerie de l'Uele n'est plus qu'une épave. Les Simba y ont tout détruit. Rodés par leur installation à Stanleyville, ces hommes se mettent en peine de remettre debout ce qui peut l'être. Les plus débrouillards bricolent même les moteurs de quelques véhicules abandonnés par les rebelles. Grâce à eux, Robert Denard n'est pas obligé de quémander du matériel roulant à l'état-major belge qui occupe, à l'autre bout de la ville, l'ancienne résidence du gouverneur de province. Des meutes de chiens affamés s'égayent en hurlant à la mort lorsque chaque nuit, des rafales de mitrailleuses tirées par les Belges de la résidence brisent le silence.
Cette plaisanterie bruyante et dangereuse, parfois agrémentée de quelques volées de mortier, dure trop longtemps à son gré, et il demande à René Bioni de la faire cesser. L'ancien d'Indochine, aux manières de flic et à la bedaine précoce, qui s'est imposé de lui-même comme son officier de renseignement, décide de partir sans l'escorte qu'il lui recommande de prendre. Dès que Bioni sort de sa Jeep à l'entrée de la résidence, on l'oblige à lever les mains. On le force à s'asseoir en plein soleil sur une pelouse jadis soignée par une armada de boys jardiniers qui a été labourée par les cavalcades des Simba. Puis on le fait patienter sous la menace d'un fusil d'assaut FAL jusqu'à ce que l'officier commandant le groupement belge daigne enfin venir s'occuper de lui. Lorsque Bioni finit par rentrer, il n'est pas seul. Il a rencontré à la résidence le lieutenant Marc Goussens, qui a servi sous les ordres de Denard au Katanga. Après de chaleureuses retrouvailles, ce colosse lui brosse un état des lieux. Près de la moitié de la population noire de Paolis a été exterminée ou s'est enfuie dans la brousse. Les Simba sont partout autour de la ville, lui dit son ami. Mais attention, ils ne sont plus armés de poupous et d'arcs comme au temps du Katanga. Ils ont maintenant des mitrailleuses et des mortiers, et ils savent s'en servir. La ville est aujourd'hui tenue par son premier choc, et 25 hommes de Marc Goussens, quelques groupes de paras de Mobutu formés en Israël, qu'encadrent d'anciens gendarmes katangais. Un de ces anciens de Congolo, l'adjudant François Kapenda, se trouve aussi à Paolis, à la tête d'une petite unité indépendante. Denard se souvient avec émotion de Kapenda, qui avait été si fier de défiler au coude à coude avec ses volontaires blancs lors du premier anniversaire de la sécession katangaise. Lorsque Marc Goussens s'en retourne, l'idée vient à Robert Denard de récupérer à la fois son petit commando et celui de Kapenda. Personne, au quartier général de Stanleyville, ne se prononce contre cette annexion. Goussens ne tique pas, en recevant par radio l'ordre de se placer sous ses ordres. Quant à François Kapenda, c'est avec un large sourire qu'il accueille la nouvelle. Avec ce renfort inespéré de 200 hommes de valeur, Denard peut enfin penser au plan de récupération des otages que les Simba ont entraînés dans leur fuite. Auparavant, Bob harcèle le haut commandement afin d'obtenir des livraisons de vivres pour les habitants de Paolis qui errent, désœuvrés, dans les rues mortes, en disputant les ordures aux chiens. Il réclame aussi le droit d'armer quelques civils au cas où les rebelles reviendraient. Son désir d'aider la population ne plaît pas à tout le monde. Le major belge, qui l'a accueilli avec si peu de chaleur, commence à le trouver vraiment gênant. Il ne se prive pas d'ailleurs de faire des remarques, puis des rapports, sur la façon de Denard de traiter les Noirs. Il finit même par lui refuser des escortes de renfort lorsque Denard décide de lancer avec Marc Goussens des reconnaissances lointaines sur les brisées des rebelles. Un C-130 fait la navette entre Stanleyville et Paolis pour leur fournir du matériel, des munitions et de la nourriture. Mais très vite, le ravitaillement en vivres pose des problèmes. Les volontaires de Bob Denard se trouvent contraints d'acheter des conserves à un épicier hollandais qui a rouvert son magasin juste après leur arrivée. Ce commerçant trafique ouvertement avec les agents de la Wingmo, l'officine de la CIA, qui le fournissent en abondance alors qu'ils n'ont soi-disant pas de place pour convoyer ce dont eux ont besoin. Exaspérés d'avoir à payer des conserves 3 fois leur prix, ces volontaires sont partisans de lancer une expédition punitive contre l'établissement du Hollandais. Comme Denard ne tient pas à ce que la récupération qu'ils envisagent soit assimilée à un vol, ils décident de frapper à la source. Le 1er avril 1965, sa deuxième section investit l'aérodrome. Le C-130 se pose 1h30 plus tard. Juché sur son 4x4 radio, il dirige l'opération coup de poing, comme une action de combat. Ses seconds connaissent parfaitement la marche à suivre.
le lourd quadrimoteur est à peine stoppé que ses volontaires l'entourent, mine fermée et armes braquées. Présent sur le tarmac, le Hollandais trépigne de rage, tandis que ses hommes embarquent la précieuse livraison pour la ramener à leur base. L'affaire fait tant de bruit que le colonel Moulamba le somme de rendre les vivres détournés. Denard lui fait alors remarquer qu'ils sont arrivés à bord d'un avion mis à leur disposition et que cet incident ne se serait pas produit s'ils avaient veillé d'un peu plus près à leur ravitaillement. Le colonel change alors de ton. « Je sais tout cela, mon cher Denard, plaide-t-il, mais cette histoire risque fort de nuire aux relations cordiales que nous entretenons avec les Américains. » Le capitaine se retient de répliquer que ses alliés si voyants sont pour la plupart des agents de la CIA, pas mécontents de mettre leur grain de sel dans leurs affaires. Moulamba conclut son exposé en lui conseillant de présenter des excuses officielles au commandant de bord du C-130. Puisqu'il n'exige plus la restitution des vivres que ses hommes se sont déjà partagés, il accepte de transiger. Il a dans ses rangs 2 volontaires Yankees, anciens Marines, engagés comme sous-lieutenants au premier choc. Tandis qu'il envoie l'un d'eux dire au chef de bord qu'il regrette sincèrement ce qui s'est passé, le colonel Moulamba s'engage à ce qu'ils reçoivent désormais tous les 2 jours leur ravitaillement réglementaire. Le lendemain, il reçoit l'ordre de préparer sa troupe à partir en reconnaissance en direction de la grosse bourgade de Mugere, à plus de 100 km au sud-est de Police. Denard obtient qu'on lui attribue une automitrailleuse qui lui est livrée par avion cargo. L'opération, qui a reçu le nom de code Tulip, est lancée à l'aube du 7 avril 1965. Ces hommes s'entassent dans une quinzaine de camions, dont les chamarrages imitent le camouflage de leur tenue de para. Une voltige composée d'une douzaine de volontaires installés dans des jeeps avec des mitrailleuses ouvre la route sous les ordres de Karl Cook. 5 minutes après leur départ, il prend la tête du reste du convoi dans l'une des 3 jeeps qu'il a chapardées, sur laquelle il a fait peindre état-major en lettres blanches. René Bioni se tient près de lui avec leur radio et leur interprète. Fidèle à la tactique expérimentée à Kongolo, le capitaine a ordonné que le 3e élément de sa progression quitte Police 4 minutes après le sien. Une jeep armée de 2 affûts de mitrailleuses ferme la marche. Leur colonne, qui s'étire sur près de 2 km, progresse au milieu d'un nuage de poussière sur une route en montagne russe. Attirés par le bruit des moteurs, des villageois viennent les regarder passer. Comme tous les soldats de toutes les armées du monde, ces volontaires lancent des friandises aux enfants nus, cramponnés aux jambes de leur mère. Tout se passe bien le premier jour, hormis la rencontre d'un pont incendié dont la reconstruction freine leur progression. Mais le lendemain, moins d'1 heure après leur départ, le groupe de Cook tombe dans une embuscade. La colonne de Denard stoppe. Il donne l'ordre à son chauffeur de déboîter et de rejoindre la voltige prise sous le feu. Les Katangais de Cook, qui sont de vieux briscards, ont bien réagi. Couverts par les feux précis de leurs mitrailleuses, ils se sont déployés en contre-attaque pour rejeter les Simba dans la forêt. Tout irait donc pour le mieux si l'un de ses volontaires, le Belge Harry van der Meren, ne gisait sur la latérite avec une balle dans le ventre. Pressé de le faire évacuer, il ordonne à son radio de réclamer à Stanleyville un hélicoptère. Il obtient l'assurance que l'appareil les attendra à une centaine de kilomètres au sud. Cela fait longtemps que Robert Denard côtoie la mort. En voyant le visage de Van der Meren se creuser et devenir masque de cire, il pressent que sa fin est proche. Il s'efforce malgré tout de sourire lorsqu'il se penche sur lui. Il y a, il le sait, bien peu de chances qu'il supporte les 2 heures de route qui les séparent du lieu de rendez-vous fixé par le pilote de l'hélicoptère. Dans l'espoir fou de sauver son volontaire, il fait accélérer le mouvement. Ses hommes cassent la croûte tout en roulant. Le moribond, malgré la forte dose de morphine qu'on lui a injectée, gémit au moindre chaos.
Pour son malheur, les Simba leur tendent une deuxième embuscade en fin d'après-midi au village de Gaogare. Soudain, l'un de ses sous-lieutenants américains, Richard, remonte la colonne à toute allure en brandissant une grenade dégoupillée. Il va la lancer lorsqu'une rafale ennemie le casse en deux. Leur mitrailleuse lourde riposte, l'arme rebelle se tait. Deux Katangais ramassent le corps déchiqueté de leur camarade. Robert Denard annonce sa mort par radio. De nouveau, il relance l'avance, mais Harry van der Meren, qui a perdu connaissance, succombe avant qu'ils puissent parvenir à leur lieu de rendez-vous. Après avoir fait fouiller rapidement le village désert, il installe ses groupes en défense. Ces hommes fixent, incrédules, les deux corps étendus près d'une case. Ils ne s'en détournent que lorsqu'un Sikorsky se pose, identique à ceux qui transportaient les paras et les commandos sur les djebels algériens. Les deux cadavres allongés dans des nacelles accrochées à ses flancs, l'appareil redécolle juste avant la tombée de la nuit. Cueillis à froid, ces hommes sont nerveux. Quelques rafales tirées sur des branches remuées par le vent ou sur des hyènes en maraude ponctuent la nuit. Le surlendemain, Bob reçoit l'ordre de revenir à Police en faisant un large détour par le sud-ouest pour passer à Vamba, un chef-lieu de district situé sur la route de Stanleyville que les mercenaires de Mike O'Hare n'ont pas réussi à ouvrir au cours des semaines passées. Ils partent donc le 10 avril avant l'aube. Après quelques heures de route, la chaleur, soudain, tombe de plusieurs degrés. Des ribambelles de nuages bas et noirs parcourent le ciel. Brusquement, l'orage se déchaîne. En l'espace de quelques minutes, la route devient un torrent, charriant des flots épais et rouges. Les véhicules patinent dans les côtes. S'agitant sous les éclairs, ces chefs de groupe hurlent des ordres pour activer le manège de leurs hommes, qui s'excriment à installer des câbles de traction à l'avant des camions embourbés. L'orage tropical se calme aussi brusquement qu'il leur est tombé dessus. Il fait place à une bruine épaisse, puis au soleil. Durant des heures, la forêt dégage des nuées chaudes. Ils essuient quelques coups de feu lâchés du haut d'arbres éloignés de la route. Puis, après avoir traversé des villages déserts, ils rencontrent 3 Africains qui leur font signe de stopper. Ils conduisent alors le capitaine jusqu'à un homme attaché à un tronc d'arbre qui, en les voyant, pousse des cris de malédiction. L'interprète de René Bioni leur explique qu'il s'agit d'un officier Simba. Interrogé sans ménagement, le prisonnier refuse d'avouer son grade dans la rébellion. Il prétend avoir été enrôlé de force. Les 3 villageois jurent qu'il ment et supplient le capitaine de ne pas les abandonner. Robert Denard devine sans peine le sort qui les attend s'il les laisse dans la forêt et décide de les emmener avec lui. Après avoir rassemblé leur famille, quelques femmes, des vieillards et des enfants aux grands yeux curieux, ils embarquent tous dans un camion contenant des vivres et des bidons d'essence. René Bioni a tenu à ce que le prisonnier reste près de lui. Durant le trajet, mine de rien, il l'asticote si bien avec son interprète qu'il finit par lui faire avouer sa fonction d'officier rebelle. Alors que le capitaine suppute déjà le parti qu'il tirerait de cette capture, des rafales les prennent par le travers. Le prisonnier profite de la situation pour s'échapper de la Jeep de Bioni. Une rafale le couche sur la terre tiède. La Jeep de Denard s'enfonce soudain dans un piège à éléphants. Il saute avant qu'elle ne touche le fond, se cassant la jambe droite. Dans le tintamarre des armes, il se traîne sur le bord de la route afin de diriger la riposte. Le feu des Simba diminue d'intensité, puis cesse tout à fait. Ses chefs de groupe en profitent pour se rendre compte de l'accrochage. Tous ces hommes sont indemnes, mais l'un des gosses ramassés au village précédent a été tué par une balle perdue. Le toubib de Bob, un lieutenant médecin belge, lui installe un plâtre provisoire avec des bandes qu'il trempe dans de l'eau.
Une fois calés à son aise dans un camion, ils donnent l'ordre de reprendre la route. Derrière eux, les tourterelles recommencent à roucouler. Ils arrivent au soir à la mission catholique de Maboma, où ils décident de passer la nuit. Son radio réclame, pour lui cette fois, une nouvelle évacuation par hélicoptère. Même si la douleur qui monte de sa jambe brisée l'empêche de trouver le sommeil, il est furieux à l'idée d'être évacué. Des cris lui apprennent qu'un prisonnier, un nommé Bavakandu, a tenté de s'évader et qu'un de ses factionnaires l'a abattu. Au matin, il prend place dans l'hélicoptère avec l'un de ses hommes malades. Alors qu'il espérait que la légère gangue de bande plâtrée suffirait, le médecin qui le reçoit à Police lui prescrit un plâtre bien plus lourd. Pressé de retourner au combat, il s'inquiète de la durée de son immobilisation. On lui annonce qu'il faudra peut-être le renvoyer à Léopoldville. Il refuse, réclame une canne et, à peine plâtré, recommence à marcher. À l'affût des messages radio parvenant du Nord, il apprend, à rage au cœur, que le colonel Lamouline est parti rejoindre sa colonne à la mission de Maboma. Et il râle encore plus lorsque, le 14 avril, ses hommes tombent dans de nouvelles embuscades. À 5 km du gros bourg de Vamba, quelques 300 Simba les harcèlent. Bien commandés par ses adjoints, ils réussissent à repousser plusieurs assauts en ne déplorant qu'un seul mort, alors que les rebelles, eux, perdent une vingtaine de guerriers. Comme le médecin lui refuse le droit de rejoindre ses groupes, le capitaine Botu quitte Police en hélicoptère pour aller prendre le commandant temporaire de son unité. Les villageois se présentent avec à leur tête le chef rebelle Malo Malo, qui jusque-là terrorisait le secteur. Le 20 avril, il apprend que 3 de ses volontaires européens, Gérard Justin, Jean-Pierre Pelot et Ernest Sepp, sont morts au cours d'une embuscade qui a également fait 2 blessés. À son vif soulagement, sa colonne rentre enfin à Police sans d'autres rencontres avec l'ennemi. Il décide alors de la rejoindre le plus tôt possible, que les médecins l'y autorisent ou non. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le meilleur moyen de nous aider et de soutenir la chaîne, c'est de mettre un petit pouce vers le haut, de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, et bien sûr de le partager un maximum sur vos réseaux sociaux. Merci à tous les souscripteurs qui permettent de faire vivre la chaîne, et bien sûr, merci à tous les abonnés, sans lesquels rien ne serait possible. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Euh, Jack, le premier chimpanzé confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.